Le 9 juin 2024, à 21h, soit une heure après l'annonce des résultats des élections européennes en France, Emmanuel Macron a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale en utilisant l'article 12 de la Constitution, ce qui n'était pas arrivé depuis 1997, soit depuis 27 ans, avec la fameuse dissolution de Jacques Chirac. C'est donc l'occasion de revenir sur cette notion de droit de dissolution en vous proposant une petite synthèse qui pourra vous être utile si vous n'êtes pas trop familier avec cette notion clé des régimes parlementaires. Pour comprendre ce qu'est le droit de dissolution, il faut d'abord comprendre ce qu'est un régime parlementaire. Un régime parlementaire se caractérise par une séparation dite souple des pouvoirs, c'est-à-dire que l'exécutif et le législatif interagissent davantage ensemble que dans un régime présidentiel. Par exemple, dans un régime présidentiel, le président ne peut en théorie pas dissoudre le Parlement, et le Parlement ne peut en revanche pas renverser le président de la République, sauf s'il s'agit d'une action judiciaire comme aux États-Unis par exemple. A l'inverse, dans un régime parlementaire, on a davantage d'interaction entre les deux. L'exécutif peut souvent dissoudre le législatif, tandis que le législatif peut renverser l'exécutif. La France est dans un cas intermédiaire, dans un régime semi-présidentiel, puisqu'on a deux têtes dans l'exécutif. On a un Premier ministre, qui lui peut être renversé par l'Assemblée nationale par une motion de censure, et on a un président, qui lui est intouchable, ne peut pas être renversé par l'Assemblée nationale, mais qui en revanche peut dissoudre l'Assemblée nationale par le droit de dissolution justement. C'est la Constitution qui définit les modalités du droit de dissolution, ainsi que l'histoire politique de l'État en question qui peut rendre ce droit de dissolution obsolète ou inopportun. Et dans le cas de la France, justement, l'histoire a joué un rôle assez important puisque depuis la crise du 16 mai 1877, la dissolution était perçue comme une arme antidémocratique par les républicains. Et si vous ne voyez pas ce qu'est la crise du 16 mai 1877, je vous renvoie à ma série sur les élections présidentielles. De facto, comme la dissolution n'était plus du tout employée, la Chambre des députés a pu se maintenir sans sanction, ce qui a donc entraîné une instabilité ministérielle de décennie en décennie. Finalement, la Constitution de 1958 va marquer la véritable résurrection du droit de dissolution, qui n'est désormais plus du tout encadré, contrairement à la pratique de la 4ème République. Désormais, c'est une prérogative discrétionnaire du président de la République, définie par son article 12. Ça veut dire que c'est un pouvoir propre du président qui peut l'employer comme bon lui semble. Le renouveau de ce droit s'inscrivait dans la volonté de Charles de Gaulle et de Michel Debré d'instituer un parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire un régime parlementaire plus stable, plus contrôlé, et de faire du président un réel arbitre au-dessus des partis. L'article 12 de la Constitution autorise le président de la République à prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, et seulement de l'Assemblée nationale, il ne peut pas dissoudre le Sénat, la Chambre haute, qui est le symbole d'une certaine continuité dans les institutions. Pour dissoudre l'Assemblée, le président doit d'abord consulter le Premier ministre et les présidents des deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat, mais il n'est pas obligé de tenir compte de leurs avis. Alors toutefois, il y a 3 cas de figure où la dissolution est impossible. Tout d'abord, premièrement, dans l'année qui suit une première dissolution. On n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale 2 fois la même année, ceci afin d'éviter les élections à répétition. Deuxièmement, lorsque les pouvoirs de crise de l'article 16 sont appliqués. L'article 16, c'est dans la Constitution l'article qui permet au président, en cas de situation d'urgence, d'avoir les pleins pouvoirs. Dans ce cas-là, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale parce que ça serait prendre le risque d'un coup d'État institutionnel. Troisièmement, pendant les périodes d'intérim de la présidence, c'est-à-dire lorsque le président de la République a démissionné, est mort ou alors n'est pas disponible, il est remplacé par un président intérim, le président du Sénat, et donc pendant ces périodes d'intérim, le président du Sénat, qui est donc le président de la République par intérim, n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, parce qu'il n'a pas été directement élu, il n'est pas légitime à dissoudre l'Assemblée nationale, qui elle est directement élue par le peuple. Après la dissolution, les élections législatives doivent être organisées dans un délai de 20 à 40 jours. Rien n'empêche les députés de la précédente législature de se représenter. Il n'existe pas non plus d'un nombre de mandats maximum. Un député peut l'être aussi longtemps que les électeurs le décideront. Alors, en comptant celle d'Emmanuel Macron, depuis 1958, on a eu 6 dissolutions de l'Assemblée nationale. Néanmoins, toutes ne se sont pas déroulées dans les mêmes conditions et n'ont pas eu les mêmes effets. On pourrait synthétiquement, en fonction de leur contexte d'utilisation et de leurs objectifs respectifs, les classer en 3 types de dissolutions. Premièrement, ce que j'appelle la dissolution de confiance, lorsqu'on utilise la dissolution pour répondre à une crise politique ou sociale. Organiser la tenue de nouvelles élections permet au gouvernement de régler le conflit en laissant trancher les citoyens à travers le vote. C'est normalement le rôle principal de la dissolution. Elle a été utilisée 2 fois par Charles de Gaulle. Premièrement, la dissolution de 1962, lorsque Charles de Gaulle lance la révision de la Constitution pour élire le président de la République au suffrage universel. Mais il le fait par la procédure du référendum de l'article 11. C'est une réforme qui est contestée, tant sur le fond que sur la forme, dans les rangs même de sa majorité. Et dans la nuit du 4 au 5 octobre, une motion de censure est adoptée à la majorité absolue par les députés et renverse le gouvernement Pompidou. Le général de Gaulle réplique immédiatement par la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les citoyens vont finalement trancher en faveur de l'exécutif, puisque les élections législatives de 1962 seront un succès pour De Gaulle. Les gaullistes vont réunir plus de 40% des voix au second tour. Il s'agit donc de l'emploi de dissolution le plus classique, savoir à trancher un conflit entre exécutif et législatif. On a aussi la dissolution de 1968. Ici, il s'agit davantage d'un conflit national que d'un conflit parlementaire, mais l'objectif demeure le même, laisser le peuple être juge. De Gaulle, alors qu'il dispose déjà d'une majorité favorable au Parlement, décide de dissoudre dans le contexte de mai 68. Deuxième type de dissolution, la dissolution de confirmation. Elle peut être utilisée dans l'objectif de faire basculer la majorité parlementaire, alors opposée au gouvernement, à la faveur de ce dernier. Il s'agit tout simplement de mettre en cohérence la majorité présidentielle et celle des députés. Elle a été utilisée deux fois, et deux fois par François Mitterrand. Ce sont les dissolutions de 1981 et de 1988, qui ont à chaque fois le même objectif, aligner la couleur de la majorité parlementaire sur celle de la majorité présidentielle, en bénéficiant du fait majoritaire à la suite des élections présidentielles. Il s'agit tout simplement de confirmer le choix du peuple effectué lors des présidentielles. Vous avez voté pour moi lors de la présidentielle, ok très bien, mais l'Assemblée nationale n'est pas de la même couleur politique que moi, donc je dissous afin que vous puissiez confirmer le choix que vous avez fait en m'élisant. Ici, la principale cause de ces deux dissolutions, c'est l'élection du président au suffrage universel direct. Le président est élu sur un programme politique par l'ensemble du corps électoral, il ne peut donc pas se contenter d'un rôle effacé et minime auquel une majorité hostile l'aurait cantonné. Le résultat fut à chaque fois favorable au président Mitterrand, qui obtient une majorité de gauche. Toutefois, les élections de 88 n'ont amené qu'une majorité relative difficile à gouverner. La dissolution de 88 n'a donc pas été aussi réussie que celle de 81. Et enfin, troisième type de dissolution, c'est la dissolution de confort, aussi appelée dissolution à l'anglaise, qui vise à avancer la date des élections législatives en vue pour le gouvernement d'y obtenir de meilleurs résultats. C'est une forme de dissolution qui est très répandue au Royaume-Uni, mais c'est de loin la plus risquée, puisqu'elle repose sur des pronostics élaborés par le gouvernement. En effet, si le gouvernement est plutôt dans une bonne situation économique, il n'a aucun intérêt à procéder à une dissolution. En revanche, si les prévisions sont plutôt mauvaises, le gouvernement peut juger bon d'anticiper les élections afin qu'elles aient lieu dans un contexte qui lui soit plus favorable. Sous la Ve République, seul Jacques Chirac en 1997 a procédé à ce genre de dissolution. En effet, face aux prévisions du creusement du déficit et des sondages montrant que la majorité RPR et UDF ne conserverait plus qu'un faible avantage en siège sur la gauche, le président décide de dissoudre dans l'optique d'obtenir une courte victoire en 97 plutôt qu'attendre une sévère défaite en 98. Néanmoins, cette dissolution s'est soldée par un échec qui a conduit le président à perdre sa majorité à l'Assemblée nationale, conduisant à une victoire de la gauche plurielle et à la troisième cohabitation. On pourrait aussi parler de dissolution opportuniste ou de dissolution stratégique. Alors on était beaucoup, des simples citoyens comme moi, mais aussi des analystes, des journalistes, des professeurs d'université, à penser que le droit de dissolution allait tout simplement disparaître. On ne l'avait plus vu depuis 27 ans, et du fait de la simultanéité des présidentielles et des législatives, à la suite de l'instauration du quinquennat présidentiel, on se disait que il y a très peu de chances qu'il y ait une discordance entre majorité présidentielle et parlementaire, sauf en cas d'accident imprévisible tel que le décès ou la démission du président. Et comme donc le président devrait être assuré d'avoir une majorité solide et dévouée, il n'a donc aucun intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale. Sauf que les élections 2022 ont tout changé, puisque pour la première fois, depuis l'instauration du quinquennat et l'inversion des calendriers, Emmanuel Macron n'a bénéficié que d'une majorité relative. Ça a rendu la possibilité d'une dissolution non plus impossible, mais très improbable. Et encore aujourd'hui, on a encore du mal à comprendre le geste du président de la République. On peut encore se demander dans quel type de dissolution cette dissolution de 2024 vient s'inscrire. Bon, déjà, c'est clairement pas une dissolution de confirmation, ça c'est sûr. Est-ce qu'on est sur une dissolution de confiance, une dissolution qui vise à répondre à une crise politique? En partie oui, puisque effectivement on a clairement un écart, une crise, un écart significatif entre ce que vote le peuple lors des élections européennes et ce qu'il a voté en 2022 avec l'Assemblée nationale. Donc éventuellement la dissolution était un moyen de résoudre ce litige entre le législatif et l'expression des suffrages populaires lors des européennes, mais ça peut aussi être vu comme une dissolution stratégique, puisque pour beaucoup cette dissolution aurait comme objectif d'affaiblir le Rassemblement national en le mettant au pouvoir. En effet, si peut-être que le pari de la majorité présidentielle, ça serait d'amener le RN au pouvoir dans une cohabitation et de user le RN pour finalement le faire perdre en 2027, puisque par le passé on a vu des exemples, par exemple Lionel Jospin en 97, entre 97 et 2002 et Jacques Chirac de 86 et 88, des premiers ministres qui se sont affaiblis en restant au pouvoir. Donc ça pourrait être une stratégie utilisée par la majorité. Donc pour le moment, on ne peut pas vraiment dire s'il s'agit d'une dissolution de confiance, une dissolution visant vraiment à résoudre un conflit national à des
des fins démocratiques ou s'il s'agit d'une dissolution vraiment stratégique à des fins politiciennes. Peut-être un mélange des deux, en tout cas. En tout cas, c'est pas à moi de me positionner là-dessus, on ne saura, je pense, qu'après coup. Pour le moment, on attend les résultats des élections législatives, ça va être une campagne très intense puisque les élections anticipées, c'est toujours un peu la panique, l'urgence, il faut préparer les affiches dans l'urgence, souvent reprendre les anciennes, il n'y a pas le temps d'ouvrir un bureau de campagne, c'est extrêmement compliqué, donc on va avoir sûrement une campagne très très intense, donc en tout cas je vous tiens au courant par d'éventuelles prochaines vidéos sur mon ressenti, mon analyse, toujours à des fins de sciences politiques et non pas à des fins politiques, sur la situation, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.